dans cette vidéo où on va apprendre comment, euh, ici en Web API, faire un serveur d'images, donc fournir des images aussi en différentes tailles, aller lire les métadatas. Donc, bref, se faire un serveur d'images, les sauvegarder, puis les télécharger par la suite. Euh, Si on a un projet de base, vous voyez, là, il y a pas grand-chose. J'ai même enlevé le Weather Forecast Controller qu'il y a par défaut. Puis sinon, on va s'aider aussi comme client avec un client Angular ici. Euh, mais le gros du travail sera donc vraiment au niveau de notre serveur. Alors, on va commencer, bien entendu, par venir travailler avec notre serveur. On va commencer par venir se faire un nouveau dossier pour venir mettre nos modèles. Ici, donc, nos modèles, on va vouloir que ce soit une classe image. Image. Parfait. Alors bon, là, il y a différentes stratégies. On va garder ça simple pour l'instant. Fait qu'on va mettre un ID. Euh, on va aussi avoir besoin ici d'un file name. On va dire ça de même. Et qu'est-ce qui est absolument important? Euh, À noter, hein, vous pourriez mettre dans le file name également, donc il pourrait avoir le path, il pourrait avoir plusieurs choses de séparer, ça dépend, mais on va regarder ça le plus simple possible. Puis, on va mettre ici, ce qui est aussi super important quand on va retourner l'image, qui est donc le meme type. Donc, le meme type décrit quel est le type d'image. Donc, est-ce que c'est une JPG, est-ce que c'est une PNG, des choses comme ça, parce que de la façon que les bytes sont euh, placés dans le fichier binaire d'image, ce sera pas pareil. Donc d'un type d'image à l'autre. Fait que si on donne pas le bon type d'image, on va pas réassembler donc le byte array qu'on va avoir correctement. Alors là vous dites ici, donc il y a un int, un string et un autre string. Je vois pas d'image, c'est parce que les images vont être sauvegardées sur le disque plutôt que dans la base de données. Dans la base de données, on va garder juste un lien vers quel est le fichier sur le disque qui correspond à cette image. Mais, euh, mais pour faire un serveur d'image, euh, mettre les images sur le disque, c'est très souvent plus performant. Donc, si vous êtes avec SQL Server, là, j'ai pas validé mes statistiques dernièrement, mais je pense que c'est si vos images font plus de 40K, donc 40 kilooctets, ou quelque chose comme ça. Il y a un moment où c'est flou, mais en bas de 40 kilooctets, ça va être avantageux de les mettre dans Visual Studio. Et plus de 40 ou 60 kilooctets, ça va être, on va avoir un plus grand gain de les mettre sur le disque. Comme que vous ne pouvez pas avoir beaucoup d'images qui font moins de 40 kilooctets, ça va être beaucoup plus pertinent de les mettre sur le disque. Euh, alors, c'est ce qu'on va se faire. On va avoir aussi un dossier dans notre projet pour placer nos images. Bon, ça pourrait aussi être juste un dossier là, quelque part sur notre disque Windows. Ça pourrait être ça aussi pour que ce soit plus simple là, au lieu de combiner des paths, ça peut nous aider. Euh, donc, voilà. Euh, on a cette classe-là ici qui va nous servir juste à faire le lien entre le fichier source disque et notre BD, notre ligne en BD. Alors, à partir d'ici, je vais m'assurer de générer la solution. Puis on va venir ici se générer un contrôleur pour ajouter donc Entity Framework et tout ça. Voilà, ça ici. Ça va être notre classe d'image. On n'a pas encore de contexte, bien entendu. Donc on va ajouter un contexte. Et voilà, nos dépendances s'installent tranquillement.
Et voilà, super. Donc on a maintenant notre contrôleur. Euh, alors, on va garder uniquement... on peut garder les deux get. Ouais, ouais, pourquoi pas. Et puis on va garder aussi il n'y aura pas de modification. Ça m'étonnerait qu'on ait à faire une modification d'une image. Puis, bon, ok, on peut garder ces actions-là. Pour l'instant, on va juste laisser ça comme ça. Puis, ce ne sera pas nécessaire de faire plus de travail dans notre serveur pour l'instant. Parce que ce qui va plus nous intéresser, on va faire un peu le cheminement logique. Donc, on va commencer par l'interface client, comment ça fonctionne, puis on reviendra donc faire le serveur quand on sera rendu à faire le serveur. Donc, on va aller dans notre client. On le voit, un projet Angular de base, on a déjà donc tout le code de base. Là, si on vient voir, ici on voit le... Bon, ça ressemble à ça. On va commencer par donc enlever tout ça et on va se faire okay, donc démo serveur d'image. Parfait, voilà, ça c'est bien le fun. Fait que bon, super, on a maintenant une interface à la hauteur de mon design. Donc, là j'utilise Angular, mais ça pourrait être fait directement en HTML qui je vais pour la première étape uniquement faire du HTML parce que c'est tout ce qu'on a de besoin pour okay? Donc, EncType. Ce qui est important là, pour envoyer des images, les images, ils s'envoient ici en multipart form data. Donc c'est ça qu'il faut utiliser. Ça va fonctionner un petit peu différent. Jusqu'à maintenant, on fait beaucoup de requêtes HTTP en utilisant du JSON. Mais là, on va utiliser plutôt le form data parce que bon, c'est comme ça que ça s'envoie. Donc la méthode, donc si on veut ajouter, c'est un post, puis notre action. Donc je sais qu'on ne fait pas ça souvent, mais notre action, je ne sais même pas c'est quoi notre URL pour notre serveur. Fait qu'on va regarder ça. Aussi, on va venir se mettre un petit breakpoint ici. Ok, super. Donc, notre URL ici avec /API/image. Super. Fait HTTPS, localhost 44 33.6 /API/image. On poste. Ça devrait se rendre. Maintenant, donc, on a besoin d'un input pour venir donc ajouter des fichiers. Type ici de type file. Super important, on a toujours besoin d'un nom pour le file ou image. Ça n'a pas tant d'importance. Puis est-ce qu'on a autre chose ici? Je ne crois pas. Je pense pas qu'on a besoin d'autre chose. Puis on va juste se mettre un bouton pour envoyer le tout. Ok, juste être sûr, je vais valider avec mon PowerPoint. Ah ben oui, ok. Ah, ça me semblait aussi. On peut mettre un paramètre de plus. Donc, quels sont les types de fichiers acceptés? Donc, accept image slash étoile. C'est bien ça, ok. Si vous dites, c'est quoi ça, image slash étoile? Ça, entre autres, c'est le meme type. Donc là, on dit tout ce qui a un meme type de image. Et là, ça peut être JPG, PNG et ainsi de suite. Alors, on va sauvegarder ça. Et on va venir maintenant faire notre premier test. Là, je suis pas certain si ça va fonctionner parce que ici, dans notre contrôleur, il faut qu'on reçoive un objet de type image en paramètre. Je ne sais pas si on met rien, à quel point est-ce qu'il va être content. Mais on va l'essayer. Ne sait-on jamais. Oui, donc on vient ici. Là, on peut voir qu'on a, encore une fois, l'interface de toute beauté. Alors, on va venir. J'ai donc des images de test ici. Prenons une belle image d'Afrique du Sud. Super. Et maintenant, si on envoie, boum,
OK. Unsupported media type. Super. Je me pose des questions sur qu'est-ce qui s'est passé ici. Mais pas très grave. Okay, on peut juste voir que du côté de notre serveur, on n'a pas plus de choses que ça à faire. Pardon, du côté de notre client, okay, juste avec un formulaire HTML, on devrait être correct. Maintenant, on peut venir essayer ici. Sûr qu'on n'aura pas besoin de ça, comme que c'est envoyé en form data. Ok, là je veux juste essayer de faire le strict minimum pour qu'on soit capable de récupérer notre image. Donc, non, pardon. C'est sur récupérer l'image, voilà. Okay. Donc, sur notre serveur, on va venir juste placer le petit code ici. Excusez-moi, je suis particulièrement mauvais pour le par cœur, alors je dois clairement toujours utiliser donc le code que j'ai déjà fait, donc je me sers d'exemple passé. Alors, ce qui est particulier d'utiliser le form data et les images, c'est qu'on n'a rien vraiment qu'on soit en paramètres. Ça, c'est plutôt dans l'objet request que là, on vient lire le form data, puis que à partir de ce moment-là, on va pouvoir bon, venir récupérer dans le form data les fichiers qui ont été envoyés en même temps. Alors, on va enlever donc les parties ici qui ne fonctionnent pas. On va juste faire un return ici avec OK. Puis là, j'espère que je vais maintenant être capable d'appeler donc mon post image. Ce serait notre objectif, mais là, il semble qu'on ne compile plus. Ah. Et oui, ce serait toujours bon. Si on fait un try, il faut mettre un catch. Parfait. Non, il n'est pas content. Parce que il me manque quelque chose. C'est pas tant dessus. Ouais. Moi, j'aime bien mettre dans mes catchs juste le type exception. Donc, au lieu de spécifier quel type d'exception, je prends le type qui est donc le parent de tous les autres types. Bon, c'est sûr que si on veut gérer plusieurs exceptions différentes, c'est pas l'idéal, mais comme ça, on est certain que peu importe l'exception, hein, on la catch. Donc, test numéro 2, on va revenir, réessayons d'envoyer un nouveau fichier, envoyer, et voilà. Et voilà, on est arrivé. Super. On vient lire donc notre formulaire. On a maintenant un form collection. Donc également, si on avait d'autres champs dans notre formulaire, comme un nom, prénom, blabla, ainsi de suite, là, ce serait tout là-dedans. Puis là, on peut voir qu'on a maintenant un fichier ici. Puis que le fichier, on a son nom original. Voilà. On a ici content type. Ça correspond en fait au meme type. Puis on a aussi un stream qui va correspondre à tout le fichier par la suite. Donc, parfait, ça fonctionne. On a été capable d'appeler nos affaires. Super. Donc, on va poursuivre au niveau du client. Parce que on voit ici, c'est juste du HTML, mais là, on va faire donc plusieurs petits exemples. Parce que si on veut s'aider avec Angular, bien, il y a différentes façons de fonctionner. On pourrait utiliser soit l'événement change, par exemple, pour déclencher un upload, ou encore utiliser un viewChild ou viewChildren, qui va nous permettre de mettre directement un petit hook, là, donc un petit crochet. Non, je sais pas comment dire en français, mais de se garder, oui, une référence vers un contrôle HTML directement. Donc là, ici, c'est upload en HTML directement. On va se faire la même chose
On va venir utiliser ici upload, donc avec change. Donc là, le but ici, c'est qu'on va venir se mettre. Les deux doivent avoir la même petite manipulation ici. Donc on met, exemple, disons ici, file upload. Quand on met un dièse, quelque chose en Angular, dans un template, donc dans le HTML, ce que ça fait, c'est que ça crée donc une référence qu'on va pouvoir accéder dans cet objet. Ce que ça va permettre de faire, entre autres, c'est de venir ici mettre l'événement change. Donc, en gros, quand que la valeur de l'input va changer, et puis là, on peut mettre l'appel d'une fonction en arrière, comme ici, upload. On va l'appeler upload on change pour que ce soit clair. Puis là, bon, pour pour être capable d'avoir notre image ici, on va utiliser donc notre référence qu'on vient de créer ici, file upload, donc file upload qui est juste là. Puis là, on peut utiliser, il y a .files, puis on va envoyer la première. Quoique là, j'ai pas désactivé le multi-files, le, ouais, la sélection multiple dans l'input, mais ce serait une bonne idée de le faire si on veut toujours en envoyer juste un seul à la fois. Donc on n'a même plus besoin du formulaire, on n'a plus besoin du bouton parce que c'est vraiment juste quand que ici on va sélectionner une nouvelle image, hop, ça va être envoyé directement. Alors on va venir se créer notre méthode ici dans notre component. Si vous voulez, vous pouvez aller directement aussi à la partie serveur. Si la partie client ne vous intéresse pas, vous pourrez skipper un peu plus loin dans le vidéo. Alors voilà, on a ça ici. On récupère un fichier. Voilà. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est de type file même. Ok, super. Alors à ce moment-ci, on va vouloir faire une requête HTTP. Donc, important, on va venir ici. Puis on va venir. Pourquoi je me mets là? C'est pas ça du tout. On va venir ici ajouter donc HTTP client module. Parfait. Voilà, on a notre HTTP client module. Ce qui va nous permettre donc de mettre dans notre constructeur ici, de venir injecter donc le HTTP client tout seul. Donc le pas module. Voilà, donc là maintenant, on est prêt, on a notre dépendance d'ajouter notre librairie d'HTTP client est injectée. On peut faire this.http. Là, on sait que c'est un post. Pour l'instant, on n'a pas besoin de rien mettre parce qu'on retourne rien une fois qu'on l'a envoyé. Il n'y a pas de problème. Donc, notre URL, on l'a juste ici. Même chose que l'action. Ok, super. Alors, voilà. Ce serait peut-être bon, par contre, de le mettre en guillemets. Super. Mais dans un post, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous faut ici un body. Donc là, le body, d'habitude, on travaille avec des JSON. Eh bien, maintenant, ça va être important. Ce ne sera pas du JSON, mais ça va bien être ici du. Voyons. Oui, c'est ça, un form data. Donc, on va faire ici form data. Donc, new form data. Ok, cool. Voilà. Form data.append. Et là, name value. Puis file name par la suite. Donc là, on peut mettre ici file,
juste pas faire d'erreur. Donc, je vais venir valider mes informations que je suis en train de vous dire avec ce que j'ai mis ici. À peine, ouais, ok. Bon, ah, pas très compliqué. File. On va l'appeler file. Je crois que le nom que vous mettez ici n'est pas tellement essentiel. C'est juste que vous en avez plusieurs. Ça vous donne d'autres façons de le récupérer au niveau du serveur, mais c'est pas grave parce que peu importe le nom que vous mettez, si je me trompe pas, ils vont toujours être dans le même objet ici, le formCollection.files. Peu importe le nom, on va trouver l'image à cette place-là. Fait que ça change pas grand-chose. Donc là, ici, donc, si on regarde là, les paramètres qu'on avait, on pouvait utiliser soit un string ou un blob. Un blob, si vous savez pas c'est quoi, c'est un binary large object. Donc, en gros, un gros fichier binaire. Ou encore, donc, plein de données. Donc, c'est exactement là qu'on envoie notre fichier. Et le file name, donc, file.name, c'est ça? Là, j'ai un doute. Et file.name, good. Encore là, c'est pas très grave. Donc, on a créé notre form data. On n'a pas besoin de mettre beaucoup plus que ça. Voilà, on le met ici. Et on peut faire un subscribe. Res. Ben, en fait, on n'a pas de résultat. Fait que ça ne sert pas à grand chose. Juste le subscribe pour que notre quête soit envoyée. Et ça devrait être correct. Alors, on va revenir ici. F5. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas l'autre? Parce que j'ai pas sauvegardé. Voilà. OK. Upload avec change. Donc on va venir voir maintenant, on va prendre une image et bam, on voit ça a été envoyé immédiatement dès qu'il y a eu un changement dans notre dans notre input ici. Donc principalement quand il est venu mettre le nom de l'image. Alors voilà pour ça. Puis si on vient voir là, ce que je vous disais sur les noms qu'on a mis, ben, le file name, c'est ce qu'on va retrouver ici. Puis le name, donc, on l'avait appelé file, donc c'est ce qu'il y a là. Mais encore là, ça n'a pas vraiment d'importance parce que le nom qu'il y a ici, le nom d'image qui est envoyé, c'est sûrement pas le nom de l'image qu'on va vouloir sauvegarder sur notre disque du serveur parce que qu'est-ce qui se passe si on a deux images qui ont le même nom? Ben, on ne veut pas en écraser une des deux. Alors, ça va être important de générer un nom qui va être unique à tous les coups. Alors, on va utiliser pour ça des GUID. Mais on fera ça juste plus tard. Alors, on vient maintenant. euh, Ici, on voit qu'on a été capable de. Tiens, je vais arrêter ça. On a été capable de uploader donc avec la méthode onChange. Okay. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est donc de venir se faire un autre upload ici en ouais, ok. On peut faire ça différemment, mais un peu pareil. On va utiliser cette technique, là, un peu la même technique ici, mais pas tout à fait. On va utiliser donc des viewChild plutôt qu'un onChange. Non, ça aurait été plus rapide, je pense, de prendre celle-là. Ouais. Okay, on va faire ça comme ça. Alors, bon, ici, ce qu'on met, c'est pas très grave. J'utilise juste un formulaire pour qu'on puisse utiliser le bouton comme Submit ou encore la touche Entrée. Ça n'a pas vraiment d'importance. Puis, on va juste venir ici. Puis, on va encore se mettre une référence. Appelons-le maintenant. Donc, File Upload ViewChild. Tiens, je devrais être assez précis. Non, je pense pas que j'ai besoin d'utiliser.
Alors, View Child, Children, c'est des affaires super pratiques. La différence entre les deux, donc View Child, c'est un seul élément. View Children, c'est quand on en a plusieurs. Ce qu'il y a d'intéressant, disons avec un View Children, c'est qu'on peut directement mettre une référence sur un ngIf. On a maintenant des View Children, puis on peut donc faire un subscribe sur les changements, sur certains événements pour savoir, disons, quand que tous nos éléments ont fini d'être ajoutés, puis des choses comme ça, si on veut instancier des trucs différemment. Euh, fait qu'il y a ça qui est bien, bien fun. Alors, ici, on va venir se mettre un view children. Alors, on va juste poursuivre. Ah, ok, non, ça va venir après. Ok, fait que j'ai fait ça plus tôt. Ok, c'est ça que je n'étais pas certain. Alors, c'est ça que ça prend. View child. Voilà. Ensuite, on met donc le nom de la référence. Donc, le sélecteur. On l'a appelé File Upload View Child. Super. Donc, son type. Ça, on met bien. Ah non, qu'il y a. C'était static false. Honnêtement, ça, static false, j'ai pas eu le temps de regarder quelles étaient les options et qu'est-ce que ça change. Alors, je suis vraiment désolé pour ça, mais je vais le mettre tel que je l'ai écrit dans mon PowerPoint parce que je sais que ça fonctionne. Alors, désolé. Ok, c'est bon, c'est bon. Là, c'est le nom qui est donc. On va l'appeler file upload. Bon, pareil, hein. With file upload view child. Ok. De type, là, si je me trompe pas, c'est élément ref. Élément ref, exact. Super. Donc, maintenant, on a notre viewChild qui est prêt ici. J'ai juste oublié de mettre ici une fonction sur le submit. Donc, submit. Quand on va faire le submit, on va faire upload viewChild. Voilà. Comme que là, donc, notre référence, au lieu qu'elle soit restée comme ici uniquement dans notre template, donc dans le HTML, on a ajouté la référence aussi donc dans notre code TypeScript en arrière. Fait qu'on n'aura pas besoin de rien passer en paramètres, on y a déjà accès à partir du code TypeScript ici. Alors, on va faire notre méthode, puis c'est principalement la même chose, que c'est vraiment juste dans la façon d'avoir accès à notre notre objet ici. C'est que là, on va pouvoir venir utiliser this.fileUpload with viewChild, le native element. Donc, principalement, là, on est au input direct. Et là, sur le input, on peut utiliser donc files de 0. En fait, on serait peut-être même mieux de faire un objet comme qu'on avait ici. Alors, ce serait peut-être plus clair là. On va l'appeler file, qui va être de type file, qui va être égal à ça ici. Et voilà. Puis on peut faire exactement le même travail. Donc, si vous remarquez, ça ici, ça fait exactement la même chose que ça ici. Okay. Juste que lui, il reste la référence reste uniquement dans l'HTML et l'autre, donc on y a accès directement dans notre code en TypeScript. Et après ça, on fait exactement le même code. Là, on va sauvegarder, puis on va espérer que je ne suis pas en train de vous dire n'importe quoi, puis que ça fonctionne. Donc, on a toujours ici notre breakpoint. Parfait. On va venir ici. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Donc, c'est que maintenant, ça ne s'envoie pas tout seul. Il faut faire envoyer. Et voilà. Là, ça fonctionne. Donc, ça, c'est bien, bien le fun. On a vu, ça marche. Est-ce qu'on pourrait faire de quoi de mieux? Ouais, je pense qu'on peut encore faire mieux du point de vue de notre client.
on pourrait, exemple, oups, ici, j'aurais dû dire view child, upload, avec view child, bon, voilà, ça va être plus clair comme ça. Là, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est on va ajouter une progression. Donc là, ça va être vraiment le fun. Donc, upload avec progression ici. Donc, upload with progress. Je vais utiliser ici upload progress. Ok. On va aller se faire nos références juste ici. Ok. Voilà. Upload with progress. Super. On va avoir besoin d'un deuxième view child. Super. Puis on va aller récupérer les noms directement qu'on a mis ici. Alors voilà. Voilà, on met ça là, puis on met ça là. Super. Donc, jusqu'au début, il n'y aura pas une grande différence ici. Okay? On fait principalement le même travail jusqu'à la place d'utiliser celui-là. On va utiliser donc l'autre, évidemment. Là, on fait la même chose. On va uniquement venir ici, puis on va ajouter des options. Donc, les options qu'on ajoute, vous en doutez, je m'en rappelle clairement pas par cœur. Donc, on revient. Et c'est juste après. Exactement. Donc, on va ici ajouter nos options. On voit là, Report Progress, puis d'observer les événements. Alors, en mettant ces options-là, euh, le subscribe ici, là, ça change un peu son format. Donc, dans la valeur ici, res du subscribe, ça va être un event plutôt que juste des données comme qu'on a l'habitude d'avoir. Donc, ce ne sera pas nécessairement du JSON ou un objet, mais un event. Alors là, tiens, on va venir. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi ne pas l'appeler event au complet? Ce serait sûrement mieux. Je vais mettre directement mon bloc de code au complet. Dans ce cas-là, ça va être plus facile. Et voilà. Je sais pas pourquoi là qui met des espaces verts partout. Je trouve ça quand même très particulier. Mais bon, ça nous force à repasser le code. Hein. Event type, parfait. On va venir inclure ici notre librairie. Donc, on peut voir que le premier event type, c'est de type upload progress. Oups. Donc, le type upload progress, lui, donc il va nous informer de la progression de l'upload, ce qui va nous permettre de mettre une progress bar. Là, je sais qu'il y en a qui pensent déjà à genre, ouais, ce sera pas facile à tester ça dans comme localement, parce que quand on upload de notre ordinateur à notre ordinateur, je vous dirais qu'en général, ça va quand même vite. Okay? Mot d'ordre général là. Okay, on va mettre ça comme ça, voilà. On peut enlever ici les petits commentaires du PowerPoint. Ah, il y a un guillemets que c'était mal chargé. Alors, ce qu'on va faire, on va se faire notre propre progress bar. Mais en fait, ce ne sera pas une progress bar, mais on va juste mettre la variable progress ici, qui par défaut va être à 0. Puis qu'on va venir ajouter, afficher plutôt à la suite du formulaire ici. Donc, on va venir mettre progress là. Donc, comme ça, on va pouvoir suivre l'avancement. Vous allez voir, par contre, ça devrait aller relativement vite. OK. Puis, on va s'assurer que
quand on arrive à la fin ici, notre progress, il est à 100. Ouais. Good. Alors, on voit ici donc l'upload, puis là, à la fin, c'est la réponse. Ça veut dire que l'upload est terminé, puis on reçoit la réponse du serveur. Fait qu'on peut gérer l'avancement de cette façon-là. Alors là, on va revenir à notre interface ici. On se prend l'image. On va faire envoyer. On a vu, c'était vraiment très très rapide. Je suis même pas sûr que ça l'a... Ah ouais, c'est parce que ça l'a pas fait le bon. J'ai oublié de changer. Non, le submit ici, pourtant, se fait bien avec lui. Upload with progress, on prend lui, ok. Je sais pas pourquoi de bord que ça a été là. On va devoir mettre un breakpoint, alors ça va être super. Puis là, de ce côté-ci, que j'ai enlevé ça, super. On va venir se mettre donc un breakpoint. Un breakpoint là. Cool. Cool, cool. Bon, juste pour vous rappeler, si jamais vous êtes pas dans la même situation que moi, puis que votre app.component est déjà ouvert, vous pourrez le trouver webpack.sourceapp. Voilà. Donc, on vient ici, on prend une photo. Ah oui, puis on envoie. Bam. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, alors, le formulaire a été envoyé, mais le submit ne s'est comme pas fait. Ça l'a rechargé la page au complet. Pourtant, ici, lui aussi, il recharge la page au complet. Eh ben. Ah oui, je viens de comprendre ce qui se passe. Alors, pourquoi est-ce que notre page se recharge quand on clique sur envoyer plutôt que d'appeler le bouton submit? C'est parce qu'on n'a pas inclus un module essentiel ici qui est Forms Module. Donc, ce problème-là, si vous n'êtes pas habitué à Angular, va être vraiment difficile à diagnostiquer. Mais comme que de mot d'ordre général, on risque de toujours avoir besoin de ces deux-là. Commencez un projet, mettez HTTP Client Module, mettez Forms Module, ok, puis voilà. Ce ne sera pas très coûteux dans le pire des cas, puis ça va vous faire sauver beaucoup de temps dans la plupart des autres cas. Ok, maintenant, on va le retester et j'espère que... Ah, ok, voilà. Voilà, maintenant, ça marche, mais maintenant, on peut voir qu'on a une erreur de course. Alors, euh, on va venir ajouter ici une configuration pour les cores, parce que c'est vrai qu'on ne l'avait pas encore fait. Alors, on va venir se mettre ici, service.addCores. Donc là, je l'ai fait hier, je ne suis pas certain que je me rappelle encore. Non, non, ça sert juste à rien. Alors, je vais revenir ici dans ma semaine 7. Je ne me rappelle pas comment l'écrire, mais je me rappelle exactement. C'est où? Ok, on peut voir il y a cars là-dedans. Poupou. Ok, super. Donc on va faire notre configuration comme ça ici. Et voilà. Puis là, il reste juste à venir l'utiliser. Donc, service. Non. C'est app.use cars avec le nom de notre pod ici qui est allo all. Allo all, c'est bon. Alright. On repart ça. Donc, normalement, si j'avais bien fait les choses, on aurait eu ce problème-là beaucoup plus tôt. Ok.
Puis, ce que je veux dire par bien faire les choses, ici, c'est donc, si j'avais inclus le Forms module, on se serait rendu compte du problème plus tôt. Alors, on va essayer de faire envoyer. Super, on peut voir maintenant, on est entré dans la progression. Puis là, bon, la progression est rentrée directement au 100%. Ok, ouais, on peut le voir, là, even load, 51, 175 sur, ah bon, on le voit ici, là, 51, 175. Donc, on sait que la progression, là, même quand que ça va être à 100%, ça va venir ici. Fait que ça va juste faire un, ah, 100. Bon, hein, c'était rapide. Ok. Euh, comment est-ce qu'on peut tester, là, voir ici quelque chose de plus drôle? On peut venir Network. On peut voir ici qu'il y a des options de throttling. Essayez pour le plaisir de le mettre à slow 3G, puis on le renvoie. Et voilà. Ok. Vous voyez ici, hein, comme. Poup, toup, toup, toup. Et voilà. Fait que ça permet. Donc, vous pouvez aussi directement là, faire custom, là, puis vous en ajouter, puis mettre exactement la vitesse que vous voulez. Mais d'ordre général, Slow 3G, ça donne clairement le feeling qu'on veut de si on était sur un serveur distant, exemple on est sur Slow 3G, donc c'est directement une mauvaise connexion Internet sur nos cellulaires. Ben, on peut tester, puis ça nous donne vraiment une meilleure idée de qu'est-ce qui se passe, même si on est en local. Alors, ça peut aussi nous permettre de trouver des erreurs. Alors, voilà, ici, on a tout ce qu'on peut faire comme upload au niveau de notre client, incluant récupérer donc la progression du fichier. Ça veut dire que pour là, on a terminé notre travail, on va faire 100% du restant du travail juste ici, donc dans notre serveur. Alors, ce qu'on a déjà fait, okay, on est venu donc dans le post. On a récupéré ici notre form collection, là, qui est comme l'équivalent du form data. On est venu donc dans la collection, venir voir les fichiers, puis on a récupéré la première, qui est donc l'image qu'on lui a envoyée. Sûr qu'on pourrait en envoyer plusieurs. Euh, Par contre, ce que je conseille, c'est peut-être de ne pas en envoyer plusieurs, mais d'en envoyer juste une à la fois. Parce qu'il peut y avoir des limitations au niveau de la taille de ce qu'on peut envoyer en une seule requête HTTP. Euh, si je me trompe pas, là je ne l'ai pas préparé, mais je viens de penser à ça, mais je sais qu'il y a ok. Il y a ça qu'on peut faire pour s'aider, donc Disable Request Size Limit. Euh, si je me trompe pas, là, il faudrait que je valide. Mais si je valide, je vous donne la solution du travail. Fait que, s'il y a quoi, vous me poserez la question en classe. Alors, voilà. Maintenant, ici, euh, on a notre fichier. On va utiliser une librairie qui s'appelle Image Sharp pour après ça faire le traitement à partir de ce moment-là. Parce que, donc, avant, en .NET Framework et non en .NET Core, il y avait ajouté donc des façons comme standard directement dans le framework de traiter les images, mais ils l'ont pas fait pour .NET Core. Donc c'est sûrement une approche plus open source, communautaire, multiplateforme, où juste ils se sont rendus compte qu'il y avait déjà des trucs qu'ils faisaient assez bien pour eux, que ça valait pas la peine qu'ils passent du temps là-dessus. Je ne connais pas les raisons de Microsoft de rien avoir ajouté, mais ça fait que pour nous, on doit ajouter une librairie parce qu'on n'a pas d'outils built-in dans le framework qui nous permet de faire ça facilement. Alors, on va venir ajouter image sharp. Alors, image sharp, fine, on vient ici, 6 labor,
image sharp. Super. Si vous utilisez le point web, ben c'est qui fait directement tout le serveur d'image pour vous. Donc en gros, on n'apprendra absolument rien. Puis ça va être un deuxième serveur qui va rouler à côté. Alors ça amène d'autres problèmes après ça si on veut déployer ou des choses comme ça. Euh, Fait qu'on a juste pris la librairie de base, celle sixlabors.imagesharp. Voilà. Donc, à partir d'ici, imagesharp, on peut venir créer une classe image. Donc, appelons-le image. Puis là, je me rappelle plus. Ça va pas bien ma mémoire aujourd'hui, je suis désolé. Ah oui, une petite validation aussi, on peut regarder ici notre fichier. Donc, il y a quelque chose. Alors, si jamais, ben quoi qu'on est dans un try-catch, là, c'est pas la fin du monde non plus. On ne mettra pas pour ici, mais ça pourrait arriver que l'upload a mal fonctionné. Okay. Puis là, c'est image.load. Ok, c'est bon. Donc, voilà, on peut maintenant utiliser à partir de la classe image. Je pense que ici, c'est... Ah, ok, je comprends ce qui se passe. C'est que j'ai appelé ça image pareil comme l'autre. Donc, pour s'aider ici, okay, je vais renommer ça à photo. Tiens, voilà. On a maintenant la classe photo. Alors, avec un petit refactor. Okay, donc, si vous ne savez pas, c'est ici, là, renommé. C'est contrôleur. Alors, c'est ça que j'ai fait. Ça permet donc de facilement passer à travers tout, en gros. Puis, de donc de renommer notre classe. Alors, voilà, ok. Image. Ok. Fait que là, ça devrait nous permettre maintenant de faire, oups, ici, using sixlabor, image sharp, voilà. Ok, on va l'appeler image. Puis là, si on peut faire image.load à partir de donc, notre file. Puis là, open read stream. Donc, image.load, là, on a donc plein de des bytes, des paths, des streams, un peu de tout là. Et donc open read stream ici, comme ça. Ok, je me trompe pas. Voilà. Okay. Et puis après ça, ouais, on peut directement venir sauvegarder notre image sur le disque. Alors, on le fera peut-être pas tout de suite, okay, parce qu'avant, on va se dire fine. Okay, donc là, j'ai mon image. Ce qu'on va faire, on va également se créer donc là notre objet qui s'appelle maintenant photo. Okay, donc on va se créer une photo ici. Ok, donc là la photo. Bon, on n'a pas son ID. Le file name maintenant. Ce que je conseille ici, c'est donc d'utiliser un GUID pour ne pas que les file names donc, soient répétés. Alors, on peut utiliser GUID.newGUID.toString. Alors, pour mettre ça dans le file name, puis là, ben, par la suite, je pense que on pourrait aussi ajouter l'extension là, si on veut que ça fonctionne bien. Puis là, l'extension, je me rappelle plus c'est comment je l'ai géré. Mais on va juste mettre. Là, je vais tricher. Je vais juste tout le temps mettre des JPG. Mais en fait,
ce qu'il faut faire, c'est regarder à partir du meme type, entre autres. Je crois aussi que vous pouvez, peut-être à partir de l'image, avoir tout un temps. Peut-être pas. C'est sûrement à partir du fichier de file qu'on peut avoir peut-être son extension. Mais je sais qu'il y a le file name complet dans lequel on peut l'extraire. Pas très grave, on va juste tricher puis mettre tout en JPG pour tout de suite. Mais on va récupérer le meme type ici. File. Puis là, c'était dans le content type ici qu'on a le meme type. Donc, en gros, ça nous dit est-ce que c'est un JPG ou un PNG. Fait qu'on pourrait faire, par la suite, là, if meme type égal à image slash JPEG. Bon, ben là, on va venir ajouter. Tiens, faire ça de même. Ça va être plus clean. Mettre ici ça. Puis on va dire maintenant plus égal JPG. Voilà. Puis là, ben, on va espérer que tout ce qu'on envoie, c'est toujours que des JPG, bien entendu. OK. Donc là, normalement, on a créé notre lien qui serait prêt à être en BD. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Donc, on va vouloir idéalement l'ajouter en BD. Ici, donc, on va faire notre add. Non, c'est pas. Contexte. Point. Maintenant, ça. Ah ouais, ça, ici, il s'appelle image. Ok, là, ça, j'aime pas vraiment ça. Donc, on va venir le modifier comme qu'on a modifié notre classe ici. Photo. Ok, good. Ah oui, puis là, trop Z. On va faire refactor. Photo. Voilà. Beaucoup mieux. Contexte. Point photo maintenant. Point add. Puis là, on peut ajouter notre photo. Parfait. Puis contexte.savechange. Là, je suis en train de me dire, on fait les trucs à l'envers parce qu'on sauvegarde dans la base de données avant de savoir si on prend un problème ou non en sauvegardant sur le disque. Alors, on va venir sauvegarder maintenant sur le disque, donc avant. Alors, save. Puis là, donc, relativement simple. Hein. Notre path. Ici, on peut mettre de quoi de un peu moche. Backslash. Image. Tiens, voilà. Backslash, backslash. Ok. On pourrait faire ça. Ou ouais. Ok. On va essayer ici juste sur le C parce que je pense que j'ai pas de dossier image pour tout de suite. Donc save sur le C plus donc notre photo. Point filename. Ok. Alors, on va regarder. Est-ce que ça fonctionne? Donc là, normalement ici, on a donc notre fichier qui va être pris à partir donc du form data. On va créer une image image sharp. On va se créer donc une entrée en BD. On va récupérer le meme type. Ensuite, on va le sauvegarder sur le disque et on va sauvegarder en BD. Donc, normalement, pas mal tout devrait être correct. Vous doutez là, que peut-être ici que mettre sur C n'est pas la meilleure option. Mais là, vous regarderez les pattes que vous voulez pour les mettre peut-être dans votre projet, peut-être à un emplacement sur le disque directement. Alors, on va tester ça rapidement.
Alors voilà, on est ici, prendre une image, POC, envoyer. Ça aurait été bien de mettre un breakpoint, je crois. On va venir voir. Donc, sur le C, et on peut voir, ça n'a pas fonctionné. Alors, on va se faire C image directement ici. Super. Donc, on va être prêt. On va venir faire notre debug. Puis on va regarder à quel moment est-ce que ça n'a pas fonctionné. Alors, on envoie. Un peu. Ok, c'est bon. Ça a l'air que j'avais fait un espace. Alors, ça va, ça va. Et Et voilà, ok, c'est donc ici, quand on essaie de sauvegarder directement sur le C, que là je dois faire quelque chose de très moche. Ça doit être. On va faire. Non, ça devrait être mieux. Ça devrait être mieux. Sinon, on va se mettre ici, exception E. Puis, juste pour pouvoir se mettre un breakpoint. Pour voir c'est quoi notre exception. Ok, super. On va le renvoyer. Alors, hop, 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 hop. Et et voilà. Donc, c'était vraiment juste la façon d'écrire le path qui n'était pas correcte. Alors maintenant, on devrait voir, on a maintenant notre fichier ici qui porte un nom GUID. Vous voyez que c'est quand même difficile à deviner les GUID. Ça nous donne notre image qui fonctionne encore très bien. Super. Donc là, on peut faire play, puis là, ça devrait être sauvegardé également en BD. Donc, génial. On a maintenant une image qui est liée avec ce qu'on a en BD. Maintenant, est-ce qu'on peut faire quelque chose de mieux que ça? Oui, parce que ce qui est vraiment cool avec un serveur d'image, c'est entre autres qu'on peut se dire, là je vais, pour vrai j'ai fermé mes affaires, cool. Image ici. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Okay. On pourrait s'imaginer plusieurs résolutions. Donc, entre autres, bon là, on va mettre, admettons, XS, ou non, juste ouais, small, medium, puis large. Par exemple, on se fait trois formats. Moi, j'utilise deux maintenant dans des dossiers différents. Là, c'est moi, il y a plein de bonnes réponses. Puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est juste de sauvegarder, donc de redimensionner les images quand on les a, puis de les sauvegarder en différentes tailles sur le disque. Comme ça, on peut juste transférer la plus petite image nécessaire au client et se sauver beaucoup de données transférées à ce moment-là. C'est sûr que le redimensionnement pourrait être fait aussi quand on demande une image, plutôt que lors de la sauvegarde, mais on gère juste pas les coûts pareil. Si on le fait quand on demande une image, on prend l'image originale et on la redimensionne, ça va être très coûteux au niveau du processeur de l'ordinateur, alors que si on sauvegarde différentes tailles sur le disque, ça va être coûteux au niveau de l'espace de stockage. Je crois que à l'heure où on est, l'espace de stockage coûte peut-être moins cher ou est plus accessible que, mais bon, il suffit de voir où on veut investir. Mais c'est principalement le même code qu'on va faire d'un côté ou de l'autre. C'est donc ici, mettons la photo originale, on va mettre dans large. Okay. Exemple, qu'est-ce qu'on peut faire par la suite? On peut prendre notre image ici, image. Puis là, il y a ici mutate.
Il est supposé avoir mutate. Là, je le trouve pas. Alors, je vais devoir venir me référer à mon PowerPoint. Ben oui, c'est pourtant ça. Euh, donc, on va regarder ici. Ah, il n'y a pas de point virgule, c'est pour ça que ça marchait pas. Non, il faut sûrement ici inclure. Ouais, il faut inclure les méthodes d'extension. Donc là, voilà. À partir de notre image, on dit, bon ben, mute, donc devient autre chose, fait une mutation. Donc, il se redimensionne. Puis là, bon, il y a plein d'options. Euh, les options que j'ai ici avec Resize Mode Min, ça permet donc de garder les mêmes proportions d'image, puis un peu de faire comme en HTML là, quand on met un background cover. Donc, ça va se redimensionner correct pour que ça garde les mêmes dimensions et que la hauteur soit, par exemple, ici à 720. Fait que là, si on fait ça, donc notre image va maintenant être redimensionnée à cette taille. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est venir immédiatement la sauver donc dans Medium. Alors puis on pourrait faire le même principe aussi par après. Donc vous imaginez que vous êtes un peu malin, on peut faire ça également dans une boucle. Il y a des façons plus belles de le faire, le mettre dans une méthode, n'importe quoi. Par exemple, si on met donc 320 pour le dernier, pour le small. Voilà. Donc, maintenant, ça se redimensionne. C'est super le fun. OK. Puis on va revenir faire nos tests. Alors, on va envoyer. OK. Ça est envoyé. Prendre notre photo. Prendre celle-là ici. Envoyer. Ça devrait être correct. On va venir voir maintenant. OK. Et voilà. On a nos deux photos ici. On peut voir, donc, small. Les tailles sont petites. OK. Si on l'ouvre, on voit que c'est une petite photo. Alors que dans la large, on a donc la taille originale. Puis la photo qui prend 2.3 MB ici. Celle-là 62K, ouais, ça c'est une photo placeholder. Mais bref, on peut voir que ça va permettre là, grandement d'optimiser un peu nos images qu'on va avoir dans une application. Euh, Fait que voilà pour tout ce qui est de la sauvegarde. Je pense que ça fait le tour. Ce qui veut dire qu'on est maintenant rendu à comment on récupère l'image maintenant. Donc, quand on va venir faire un get d'une image en particulier, là, on va avoir besoin, quel ID on veut, parfait. Donc là, ce ne sera pas ici de photo. Je vous dis tout de suite, on va juste mettre un action result. Okay. Je pense que c'est en fait comme action result qu'il faut mettre. Bon, pour l'instant, ça va être OK. Mon action result préféré, ça. OK. Donc, voilà. Alors, on est en train de rouler, on va arrêter le serveur. Comme qu'on a maintenant plusieurs formats d'images, ce serait utile quand même d'avoir le format. Alors, je vous propose ici de mettre un deuxième paramètre qui va être size, suivi du ID. Alors, ici, allons pour string size et notre ID par la suite. Donc, on vient récupérer l'image avec le bon ID. Bon, là, on l'avait appelé photo, fait qu'on va faire photo, hein, puis on va changer les noms ici. Parfait. Alors, à partir de ça, on a dans notre photo ici le file name. Alors, on va venir. Le but, c'est de récupérer un byte array ici. Donc, bytes.
égale, puis là on a besoin de faire système.io. Je suis plus sûr pas en tout c'est lequel. Ça doit être binary reader. J'imagine. Peut-être pas. Sûrement pas. Ça doit être un autre que j'oublie. Ok, ça va être plus loin. Ok, ouais. Ah, read all bytes. Ben oui. Hein. C'est bien. Ah, point .file. Ben oui, c'est ça. Point .file, point .read all bytes. Et voilà. Puis là, ici, on met donc notre path. Donc là, le path, on va juste le copier directement de ce qu'on avait fait ici. Quelque chose comme ça. Voilà. Le même path que ce qu'on avait ici. Excepté que, bon, pour notre format, donc plus c'est size plus le backslash. Donc le size qui est le paramètre qu'on aura là, qui va nous dire est-ce qu'on veut la grande, petite ou moyenne image. Puis, ouais, return file avec le meme type, évidemment. Donc là, ce qu'on retourne, c'est donc un fichier. Donc on lui envoie donc le blob, donc le tableau de byte. Puis donc le type de contenu, et bien ça c'est directement photo.memetype ici qu'on avait sauvegardé en base de données. C'est pour ça qu'il est tout à fait essentiel à ce moment-ci. Alors, on peut maintenant, ouais, ça devrait être correct. On peut faire play, puis on va maintenant regarder est-ce que ça marche. Donc normalement on devrait avoir deux images à l'heure actuelle en BD. J'imagine que non, on en a entré une autre, puis qu'on a supprimé par la suite. Fait j'imagine qu'on peut essayer peut-être l'image 2 devrait fonctionner. Alors API slash image, c'est bien ça dans notre contrôleur, ouais, ok. Slash essayons l'image large, slash 2. Donc quelque chose s'est mal passé. Peut-être cannot open database, the login failed. Ok, ça c'est cool. Ça c'est cool. C'est pour ça, pour des affaires de même que la plupart du temps, j'essaie donc d'utiliser SQL Server, SQLite plutôt que LocalDB. Mais donc, on va venir régler ça. Je vais utiliser la magie du montage vidéo pour régler ce problème. Et je vous reviens. Donc, rebonjour. Moi qui étais pas content contre LocalDB. En fait, c'est juste moi là, qui avait pas fait migration, qui avait pas mis à jour ma BD. Donc, la BD n'existait pas. Alors, erreur de débutant encore une fois. Je vais donc renvoyer des images maintenant que ma BD est créée. Ceci devrait être l'image 1. Et celle-là ici, ceci devrait être l'image 2. Si on vient voir, donc dans notre dossier d'images, on devrait avoir... Non, les images n'ont pas fonctionné. Mais qu'est-ce qui se passe? Ok, on va juste venir ça. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. C'est très simple. Le serveur n'était pas démarré. Ok, je pense pas qu'on va avoir besoin du breakpoint. Dans ce cas-là, on va juste faire envoyer. Ok, on a vu le pourcentage changer, c'est bon signe. On va envoyer une autre. Envoyer. Ok, les deux photos sont là. Super, on devrait maintenant pouvoir venir tester notre fonction pour récupérer nos images. Alors API slash image slash, allons-y pour la small 1.
Et voilà, on peut aussi la demander maintenant en large. Wow! On a notre image, notre serveur d'image qui fonctionne. Là, vous dites, ouais, mais comment est-ce qu'on met ça dans notre application Angular? Comment on l'utilise dans un client? Vous allez voir, ça c'est vraiment la partie la plus compliquée. C'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin. Parce que, mettons ici, on fait img src égale sauvegarder. Et voilà. Ok, l'image est très très grosse, elle est vraiment trop grosse. On va utiliser la médiane. Au moins pour apprécier. Voilà, ici. Donc vous avez Cape Town tel que moi je l'ai visité, soit sous les nuages. C'est la vue du Tabletop Mountain, mais quand même très fun et dangereux comme ville. Mais voilà. Donc, c'est ça pour le serveur d'image. Euh, pour lire donc l'exif des photos et donc aller plus loin avec le metadata, je vous invite à regarder le PowerPoint. Donc, dans le PowerPoint, vous aurez euh, donc absolument tout ce que je n'ai pas dit ici. Mais donc, comme que c'est des trucs très techniques, là, qui n'ont aucun réel avantage, ça va être principalement du copier-coller. Euh, Juste sachez que les exifs, c'est donc des données supplémentaires qui sont envoyées avec les images. Ils peuvent être présentes, ils peuvent être absentes, il peut en avoir juste une partie, il peut en manquer. Donc, on ne sait jamais, c'est possible que ce soit nul. Fait que c'est mieux de faire une couple de petites vérifications. Avec ImageSharp, on a une méthode relativement simple d'aller les chercher. On va s'en servir pour aller extraire les coordonnées GPS, nous. Donc, toutes les photos ont été prises. Puis, donc, les coordonnées GPS, ils ne seront pas en latitude, longitude, comme on était habitué d'avoir, mais en heure, degré, non, degré, minute, seconde. Euh, avec nord, sud, est, ouest. Fait qu'il va falloir les convertir. Alors, je vous fais donc, voilà comment on convertit. C'est pas très grave. On n'est pas obligé de tout comprendre. On a juste besoin de copier-coller. Après tout, on n'est pas donc des géomaticiens, on est des informaticiens. Donc, on sait comment mettre le code, faire les choses. C'est pas grave si on n'a pas besoin de comprendre le détail du calcul et comment que la conversion s'effectue. Mais vous avez de toute façon le code ici. Puis, donc, minutes, secondes, donc vous remarquez 63 600. Donc, la conversion se fait comme ça. Alors, voilà, je vous laisse avec ça et je vous dis donc bon travail.